sonnerie. Le mur resta immobile, solide et gris. Il n'y avait plus besoin de passage secret. La porte était maintenant ouverte dans son cœur, et elle pouvait y entrer chaque fois qu'elle partageait une histoire, chaque fois qu'elle aidait un chercheur, chaque fois qu'elle protégeait une vérité. Elle quitta le bâtiment et s'arrêta un instant sur le perron. Elle regarda les lumières de la ville et se dit que chaque personne qu'elle croisait était un chapitre d'une immense histoire en cours d'écriture. Elle se sentait incroyablement chanceuse d'être une archiviste de la vie. Elle rentra chez elle, alluma une petite lampe et commença à écrire un livre pour enfants. Elle l'intitula La petite gardienne du temps. Elle voulait que les plus jeunes apprennent, eux aussi, que les plus grands secrets ne sont pas cachés derrière des murs de béton, mais dans la manière dont nous traitons notre passé et dont nous construisons notre avenir. Le silence de sa maison était doux. Elle posa sa plume, regarda par la fenêtre et murmura un merci silencieux à sa grand-mère, au professeur Han, au docteur Locke et à monsieur Luang. Elle savait que même si elle vieillissait, même si le temps continuait sa course inexorable, l'harmonie du savoir et de l'amour resterait éternelle. Et c'était là, le vrai secret de la 7e sonnerie. Chapitre 6, la bibliothèque des âmes. La vie de Nguyen était devenue une symphonie de transmission. Son livre, La petite gardienne du temps, connut un succès inattendu. Il fut traduit en plusieurs langues et devint un outil pédagogique dans les écoles. Elle recevait des lettres d'enfants du monde entier qui lui demandaient si la porte numéro 7 existait vraiment. Elle leur répondait toujours, la porte existe pour celui qui sait lire entre les lignes du monde. Pourtant, un nouveau mystère vint frapper à sa porte. Un jour de pluie intense, un jeune homme se présenta à la bibliothèque avec un manuscrit non répertorié. Il l'avait trouvé dans le grenier de son grand-père, un ancien relieur qui travaillait autrefois pour la bibliothèque de l'école française d'Extrême-Orient. Le manuscrit était étrange, ses pages n'étaient pas faites de papier ordinaire, mais d'une sorte de membrane végétale qui vibrait légèrement au toucher. Nguyen comprit immédiatement qu'il s'agissait d'un fragment de la collection perdue du docteur Locke. En examinant le texte, elle découvrit qu'il traitait de la mémoire de l'eau et de la façon dont les rivières de Hanoï conservaient les échos des paroles prononcées sur leurs rives. C'était une découverte scientifique et spirituelle sans précédent. Elle invita le jeune homme, qui s'appelait Min, à rejoindre la fondation. Ensemble, ils entreprirent une nouvelle recherche, cartographier les sons de la ville. Ils utilisèrent les techniques du professeur Han pour capter les résonances des vieux bâtiments. Ils découvrirent que chaque quartier de Hanoï avait sa propre signature sonore, une fréquence qui racontait son histoire particulière. Cette aventure les mena jusqu'au fleuve Rouge. Là, sous le pont Lombien, ils installèrent des capteurs sonores. Une nuit, alors que la lune se réfléchissait dans les eaux sombres, ils entendirent quelque chose d'extraordinaire. Ce n'était pas seulement le bruit de l'eau, c'était une mélodie complexe, une sorte de chant choral qui semblait émerger des profondeurs. C'étaient les voix des ancêtres, les voix de ceux qui avaient construit la ville, pierre par pierre, mot par mot. Nguyen pleura de joie. Elle comprit que la 7e sonnerie n'était qu'un signal, un rappel que nous ne sommes jamais seuls. Nous sommes entourés par la présence invisible de ceux qui nous ont précédés. Grâce à ces découvertes, Nguyen et Min créèrent une salle d'écoute au sein de la Bibliothèque nationale. Les gens pouvaient y venir pour fermer les yeux et écouter l'histoire de leur pays, non pas avec leur intelligence, mais avec leur âme. Ce fut une révolution dans la façon de concevoir le patrimoine. Le professeur en s'éteignit doucement cet automne-là. Avant de partir, il prit la main de Nguyen et lui dit « Le temps n'est pas un ennemi, c'est un berceau. Tu as bien pris soin de l'enfant de la vérité. » Nguyen continua son œuvre avec une force renouvelée. Elle savait que Min était le héritier qu'elle attendait. Aujourd'hui, quand on se promène près de la Bibliothèque nationale au coucher du soleil, on peut parfois apercevoir une femme aux cheveux argentés qui regarde l'horloge avec un sourire mystérieux. Elle n'attend plus rien, car elle possède tout. Elle porte en elle les 7 décennies, les 7 sonneries et l'infini des possibles. La bibliothèque n'est plus un bâtiment de pierre, c'est un organisme vivant qui respire au rythme du monde. Et dans le silence des archives, le lotus continue de fleurir, protégeant pour l'éternité le secret de ceux qui ont choisi d'aimer le temps. Nguyen regardait le professeur avec une confiance mêlée de crainte.
Elle comprenait que sa vie tranquille de bibliothécaire venait de basculer dans une dimension où le temps lui-même était une matière malléable. Le professeur en commença à rassembler des outils étranges, des fils de cuivre et des cadrans de mesure anciens. Il parlait tout en s'activant, expliquant que la physique du temps n'était pas une ligne droite mais un fleuve avec des remous et des courants contraires. La Bibliothèque nationale du Vietnam devint, dans l'esprit de Nguyen, un temple de secrets enfouis. Elle se souvenait de chaque jour passe à classer des livres, ne se doutant jamais que sous ses pieds se trouvait une déchirure dans la réalité. Le professeur en lui demanda de décrire avec une précision absolue chaque détail de sa rencontre avec M. Luong en 1954. Il voulait savoir si l'air était humide, si les étoiles étaient visibles, et même le timbre de la voix du gardien. Chaque petit détail était une coordonnée dans l'immensité de l'histoire. Nguyen se concentra, fermant les yeux pour revivre l'instant. Elle se revoyait sur l'épave, sentant la bruine sur son visage et l'odeur du charbon de bois. Elle raconta au professeur comment Luong l'avait regardée, avec une méfiance qui s'était transformée en une sorte de protection paternelle. Le professeur en hochait la tête, notant tout sur un grand tableau noir avec une craie qui grinçait de manière rythmée. Ils travaillèrent ainsi pendant des heures, ignorant la nuit qui s'épaississement sur le lac de l'Ouest. Le professeur expliqua que pour recréer l'unité perdue, ils devaient non seulement fabriquer un objet physique, mais aussi synchroniser leur propre état de conscience avec la vibration de l'époque ciblée. C'était une science qui touchait à la philosophie et à la poésie. Pendant ce temps, au sous-sol de la bibliothèque, le mur de béton gris semblait attendre. Les micro-fissures que Nguyen avait étudiées si souvent n'étaient pas des signes de vieillesse, mais les cicatrices d'un passage force. Le silence de la zone d'archives spéciale n'était plus une paix pour elle, mais une tension insupportable. Elle craignait que le gardien Luong, dans le pass, ne soit en danger à cause de son intervention. S'il avait gardé le badge, cela changeait son destin. Le professeur en finit par s'arrêter. Il posa ses lunettes sur son front et regarda Nguyen avec un sourire doux. Il lui dit que le courage n'était pas l'absence de peur, mais la volonté de protéger la vérité malgré l'inconnu. Il lui assura que sa grand-mère Ang serait fière d'elle. Nguyen sentit une chaleur lui envahir le cœur. Elle n'était plus seulement une archiviste, elle était devenue la gardienne d'un pont entre deux mondes. Ils décidèrent de se retrouver le lendemain matin pour commencer la fabrication du diapason de compensation. Nguyen rentra chez elle, mais elle ne put fermer l'œil. Elle pensait à cette rue de Hanoï en 1954, à cette voiture noire et à l'espoir qui brillait dans les yeux de ceux qui s'apprêtaient à vivre un grand changement. Elle réalisa que l'histoire n'était pas faite de dates et de noms, mais de visages et de respiration. Le lendemain, le soleil se leva sur une ville moderne et bruyante, mais pour Nguyen, tout semblait transparent. Elle voyait les ombres du passé se mêler aux lumières du présent. Elle arriva à l'atelier du professeur avec une détermination nouvelle. Ils utilisèrent le petit cylindre de bronze donné par sa grand-mère. C'était la graine à partir de laquelle ils allaient faire naître une nouvelle clé. Le travail fut minutieux. Le professeur en utilisait des fréquences sonores pour tester la résistance du matériau. Chaque note de musique émise par ces machines était un pas de plus vers la porte numéro 7. Nguyen aidait en consultant le registre, traduisant les notes de ce mystérieux CM. Qui semblait leur parler à travers les décennies. Ils découvrirent que le docteur Locke n'avait pas disparu par hasard, il était parti pour protéger un secret encore plus grand que la porte elle-même. Ce secret était lié à la nature humaine et à notre capacité à apprendre de nos erreurs. La collection perdue contenait des témoignages de paix et de réconciliation qui auraient pu changer le cours de bien des conflits. C'était pour cela que la porte devait rester cachée des mains de ceux qui ne cherchaient que le pouvoir. Nguyen comprit que sa mission n'était pas seulement de retrouver un badge, mais de veiller à ce que la sagesse du passé ne soit pas détruite par l'arrogance du présent. Après 3 jours de travail intensif, le diapason était prêt. Il ressemblait à une petite fourchette d'argent, gravée de motifs de lotus. Le professeur en le plaça dans un étui de velours et le remit à Nguyen. Il lui dit qu'elle seule pouvait accomplir le voyage, car elle avait déjà établi un lien avec le gardien Luong. Elle était la seule à avoir une empreinte temporelle reconnue par la porte. Le vendredi suivant, Nguyen retourna à la Bibliothèque nationale.
Elle se sentait étrangement calme. Elle portait le diapason plus près de son cœur, sentant sa vibration contre sa poitrine. Elle attendit 19 heures avec une patience infinie. Lorsque la première sonnerie de la grande horloge retentit, elle ferma les yeux et commença à faire vibrer le diapason. Le son était pur, cristallin, et semblait s'étendre bien au-delà des murs de béton, ouvrant une brèche invisible dans le présent. À la 7e sonnerie, l'incroyable se produisit à nouveau. Le mur ne fondit pas cette fois, il se dévissa comme une lentille de caméra, révélant des engrenages de lumière. La porte numéro 7 apparut, plus brillante et plus solide que la première fois. Ngüiyé avança sans hésiter. Elle franchit le seuil et retrouva immédiatement l'air frais et l'odeur de la bruine. Elle était de retour en 1954. Elle chercha immédiatement M. Luang. Il était là, exactement au même endroit, mais il semblait agite, scrutant les ombres de la rue. Il tenait le badge de Lotus dans sa main, le regardant avec une fascination inquiète, comme s'il sentait le poids des années à venir. Lorsqu'il vit Ngüiyé apparaître de nulle part, il ne cria pas. Il sourit, un sourire de reconnaissance qui traversait les Edgis. Il lui dit qu'il savait qu'elle reviendrait, car le temps ne peut pas séparer ceux qui partagent une mission noble. Ngüiyé s'approcha de lui et lui expliqua qu'elle devait reprendre le badge pour assurer la stabilité des deux époques. Elle lui donna en échange un petit souvenir de son temps, un simple ruban de soie, pour qu'il sache que tout ce qu'il faisait avait une importance immense pour le futur. Luang accepta l'échange avec une dignité exemplaire. Il lui remit le badge et lui dit de partir vite, car les patrouilles approchaient dans le lointain. Ngüiyé reprit le badge, sentant son énergie vibrer contre ses doigts. Elle se retourna vers la porte, mais au moment de franchir le seuil, elle vit une petite fille qui courait dans la rue. Cette petite fille lui ressemblait étrangement, avec les mêmes yeux curieux et vifs. C'était sa grand-mère, Ang, enfant. Ngüiyé comprit alors que le temps n'était pas seulement un cercle, c'était un lien de sang et d'amour. Elle sourit à l'enfant, qui s'arrêta un instant pour la regarder avant de continuer sa course vers l'avenir. Ngüiyé franchit la porte et se retrouva dans son propre monde. Le mur se referma définitivement cette fois, devenant un bloc de pierre inerte. Elle avait réussi. Elle avait rendu l'unité au présent et garde le secret du passe. Elle sortit de la bibliothèque, le badge de Lotus et le diapason dans sa poche. Le ciel de Hanoï était illuminé par les lumières de la ville moderne, mais elle savait maintenant que sous cette lumière, le cœur de l'histoire continuait de battre, calme et éternel. Chapitre 4 – Les héritiers de la lumière. Le lendemain de son retour définitif, Ngüiyé se rendit à l'atelier du professeur avec une sensation de légère gravité mélangée à une immense paix. Elle tenait le badge de Lotus dans sa main, l'objet qui avait traversé cette décennie pour revenir à sa source. Le professeur l'attendait avec une bouilloire fumante et une pile de vieux documents qu'il avait sortis de ses propres archives personnelles. Il ne fut pas surpris de la réussite de Ngüiyé. Pour lui, l'ordre des choses avait simplement repris son cours normal. Ils passèrent la matinée à analyser le badge avec des instruments de précision. Sous la loupe binoculaire, des gravures minuscules apparurent, invisibles à l'œil nu. C'étaient des noms, des centaines de noms écrits en caractères anciens. Le professeur en expliqua que ces noms appartenaient aux gardiens qui, avant eux, avaient veillé sur la porte numéro 7. Chaque nom représentait une vie consacrée à la protection de la vérité. Ngüiyé chercha le nom de sa grand-mère et finit par le trouver, grave avec une finesse extrême près de la tige du lotus. Elle comprit alors que cet objet n'était pas seulement une clé, mais un testament vivant. Ils discutèrent ensuite de l'avenir. La porte était fermée, mais la connaissance qu'il possédait restait une responsabilité immense. Le professeur proposa de créer une fondation discrète, sous le couvert d'une association de bibliophiles, pour continuer à étudier les documents du docteur Locke sans jamais révéler l'existence de la porte elle-même. Il voulait que les leçons apprises du pass servent à éduquer les jeunes générations sur l'importance de la paix et de la tolérance. Ngüiyé accepta avec enthousiasme. Elle sentait que sa carrière de bibliothécaire prenait une dimension nouvelle. Elle ne serait plus seulement celle qui classe les livres, mais celle qui veille sur l'esprit des livres.
Elle pensa à M. Luang en 1954, se demandant ce qu'il était devenu après son départ. Le professeur lui assura que dans le grand tissage du temps, aucun acte de bonté n'est jamais perdu. Quelques semaines plus tard, Nguyen fut nommé responsable du nouveau département de recherche historique de la Bibliothèque nationale. Son premier projet fut une exposition intitulée Les Voix du silence, consacrée aux héros anonymes de la période de transition de 1954. Elle utilisa les informations contenues dans le registre pour mettre en lumière des histoires de solidarité et de courage qui avaient été oubliées par les manuels officiels. L'exposition fut un immense succès. Des milliers de personnes vinrent découvrir ces récits émouvants. Parmi les visiteurs, Nguyen remarqua souvent des jeunes gens qui restaient de longues minutes devant les photos de l'époque, le regard pensif. Elle se disait que peut-être, parmi eux, se trouvait le prochain gardien de la lumière. Un soir, alors qu'elle fermait la salle d'exposition, un vieil homme s'approcha d'elle. Il tenait à la main un petit ruban de soie use, de la même couleur que celui qu'elle avait donné à Luang. Il lui dit simplement merci avec un sourire qui lui rappela étrangement celui du gardien de nuit. Sans dire un mot de plus, il s'éloigna dans la pénombre du couloir. Nguyen resta immobile, le cœur battant. Elle comprit que le lien n'avait jamais été rompu. Le passé, le présent et le futur ne faisaient qu'un dans le grand fleuve de la vie. Elle retourna dans son bureau, prit son carnet et écrivit la dernière phrase de son rapport. « Le temps ne nous appartient pas, nous appartenons au temps, et notre seule mission est d'y laisser une trace de lumière. » La Bibliothèque nationale était maintenant plongée dans l'obscurité, mais pour Nguyen, elle n'avait jamais été aussi lumineuse. Elle savait que chaque livre sur les étagères contenait une étincelle d'éternité. Elle rangea ses affaires, éteignit la lumière et sortit dans la nuit de Hanoï. La ville bruissait de vie, de rêve et d'espoir. Nguyen marchait d'un pas léger, prête à affronter demain avec la force de 1000 ans d'histoire derrière elle. Elle s'arrêta un instant devant la grande horloge à balancier. Elle n'attendait plus la 7e sonnerie pour que la magie opérât. La magie était partout, dans chaque rencontre, dans chaque geste de partage, dans chaque mot de vérité. Elle sourit aux étoiles et continua son chemin, une femme de silence devenue une femme de transmission, portant en elle le secret de la 7e sonnerie pour toujours. Chapitre 5 – L'harmonie du savoir. Les années passèrent comme les pages d'un livre précieux, doucement et avec une richesse croissante. Nguyen avait maintenant 42 ans. Elle n'était plus la bibliothécaire solitaire qui se cachait dans le silence du sous-sol. Elle était devenue une figure respectée, une mentor pour les nouveaux archivistes et une voix influente dans le monde de la préservation culturelle. Son travail avec le professeur Han, bien que discret, avait porté ses fruits au-delà de leurs espérances. La fondation qu'ils avaient créée était devenue un lieu de rencontre pour les esprits curieux. On y enseignait non seulement l'histoire, mais aussi l'éthique de l'information. Nguyen insistait toujours sur un point, savoir quelque chose est un don, mais savoir quand le partager est une sagesse. Elle utilisait souvent l'exemple du docteur Locke pour expliquer comment certains savoirs demandent une maturité que le monde n'a pas toujours. Un matin de printemps, alors que les fleurs de cerisier commençaient à tomber dans les rues de Hanoï, Nguyen reçut une lettre étrange. Elle était cachetée avec de la cire ancienne, portant le sceau de la bibliothèque tel qu'il était il y a 50 ans. À l'intérieur se trouvait une simple adresse et une date, le 10 octobre de l'année en cours. Le professeur en était alors très âgé, mais son esprit était toujours aussi vif. Lorsqu'elle lui montra la lettre, il sourit de ce sourire malicieux qu'elle connaissait si bien. Il lui expliqua que le cycle du temps demandait parfois une dernière vérification, un dernier hommage. Il lui demanda de se rendre à cette adresse seule, car c'était une partie de son propre voyage qu'elle devait achever. Le 10 octobre arriva. Nguyen se rendit dans une petite ruelle près du vieux quartier. L'adresse correspondait à une ancienne maison de thé qui semblait suspendue dans le temps. En entrant, elle fut accueillie par l'odeur familière du jasmin et du vieux bois. Au fond de la salle, assise à une table en bois de rose, se trouvait une femme dont les traits lui rappelaient quelqu'un de très cher. C'était la petite fille de M. Luang. Elle avait à porte avec elle un petit coffret en bois.
Elle expliqua à Nguyen que son grand-père lui avait confié ce coffret avant de mourir, avec l'instruction de ne le remettre qu'à une femme nommée Nguyen, qui viendrait à cette adresse précise, de nombreuses années plus tard. Luang avait passé sa vie à attendre ce moment, gardant le secret avec une loyauté sans faille. Nguyen ouvrit le coffret avec des mains tremblantes. À l'intérieur se trouvaient les plans originaux du docteur Locke pour la machine acoustique, mais aussi une lettre personnelle de Luang. Il y racontait sa vie après leur rencontre, comment il était devenu un instituteur dans un petit village, enseignant aux enfants la valeur de la patience et de l'espoir. Il lui disait que la courte rencontre qu'ils avaient eue avait changé sa perception du monde, lui donnant la certitude que l'avenir serait beau tant qu'il y aurait des personnes comme elle pour veiller sur lui. Nguyen comprit alors que la mission de la porte numéro 7 était bien plus grande que la simple protection de livres. Il s'agissait de créer des liens de confiance et d'amour à travers les Edges. Elle remercia la petite fille de Luang et promit de prendre soin de ses nouveaux documents. Elle sentit que la boucle était enfin bouclée. Elle retourna à la Bibliothèque nationale et monta pour la première fois depuis longtemps dans la salle de lecture principale. Elle regarda la grande horloge à balancier. Il était 18h55. Elle attendit dans le silence, mais ce n'était plus un silence de solitude. C'était un silence de plénitude. À 19h, la première sonnerie retentit. 1, 2, 3. Nguyen compta chaque coup avec une gratitude infinie. 4, 5, 6. Et enfin la 7e sonnerie. Le mur resta immobile, solide et gris. Il n'y avait plus besoin de passage secret. La porte était maintenant ouverte dans son cœur, et elle pouvait y entrer chaque fois qu'elle partageait une histoire, chaque fois qu'elle aidait un chercheur, chaque fois qu'elle protégeait une vérité. Elle quitta le bâtiment et s'arrêta un instant sur le perron. Elle regarda les lumières de la ville et se dit que chaque personne qu'elle croisait était un chapitre d'une immense histoire en cours d'écriture. Elle se sentait incroyablement chanceuse d'être une archiviste de la vie. Elle rentra chez elle, alluma une petite lampe et commença à écrire un livre pour enfants. Elle l'intitula La petite gardienne du temps. Elle voulait que les plus jeunes apprennent, eux aussi, que les plus grands secrets ne sont pas cachés derrière des murs de béton, mais dans la manière dont nous traitons notre passé et dont nous construisons notre avenir. Le silence de sa maison était doux. Elle posa sa plume, regarda par la fenêtre et murmura un merci silencieux à sa grand-mère, au professeur Han, au docteur Locke et à M. Luang. Elle savait que même si elle vieillissait, même si le temps continuait sa course inexorable, l'harmonie du savoir et de l'amour resterait éternelle. Et c'était là, le vrai secret de la 7e sonnerie. Chapitre 6, la bibliothèque des âmes. La vie de Nguyen était devenue une symphonie de transmission. Son livre, La petite gardienne du temps, connut un succès inattendu. Il fut traduit en plusieurs langues et devint un outil pédagogique dans les écoles. Elle recevait des lettres d'enfants du monde entier qui lui demandaient si la porte numéro 7 existait vraiment. Elle leur répondait toujours, la porte existe pour celui qui sait lire entre les lignes du monde. Pourtant, un nouveau mystère vint frapper à sa porte. Un jour de pluie intense, un jeune homme se présenta à la bibliothèque avec un manuscrit non répertorié. Il l'avait trouvé dans le grenier de son grand-père, un ancien relieur qui travaillait autrefois pour la bibliothèque de l'école française d'Extrême-Orient. Le manuscrit était étrange, ses pages n'étaient pas faites de papier ordinaire, mais d'une sorte de membrane végétale qui vibrait légèrement au toucher. Nguyen comprit immédiatement qu'il s'agissait d'un fragment de la collection perdue du docteur Locke. En examinant le texte, elle découvrit qu'il traitait de la mémoire de l'eau et de la façon dont les rivières de Hanoï conservaient les échos des paroles prononcées sur leurs rives. C'était une découverte scientifique et spirituelle sans précédent. Elle invita le jeune homme, qui s'appelait Min, à rejoindre la fondation. Ensemble, ils entreprirent une nouvelle recherche, cartographier les sons de la ville. Ils utilisèrent les techniques du professeur Han pour capter les résonances des vieux bâtiments. Ils découvrirent que chaque quartier de Hanoï avait sa propre signature sonore, une fréquence qui racontait son histoire particulière. Cette aventure les mena jusqu'au fleuve Rouge. Là, sous le pont Lombien, ils installèrent des capteurs sonores. Une nuit, alors que la lune se réfléchissait dans les eaux sombres, ils entendirent quelque chose d'extraordinaire.
Ce n'était pas seulement le bruit de l'eau, c'était une mélodie complexe, une sorte de chant choral qui semblait émerger des profondeurs. C'étaient les voix des ancêtres, les voix de ceux qui avaient construit la ville, pierre par pierre, mot par mot. Ngüiyé pleura de joie. Elle comprit que la 7e sonnerie n'était qu'un signal, un rappel que nous ne sommes jamais seuls. Nous sommes entourés par la présence invisible de ceux qui nous ont précédés. Grâce à ces découvertes, Ngüiyé et Min créèrent une salle d'écoute au sein de la Bibliothèque nationale. Les gens pouvaient y venir pour fermer les yeux et écouter l'histoire de leur pays, non pas avec leur intelligence, mais avec leur âme. Ce fut une révolution dans la façon de concevoir le patrimoine. Le professeur en s'éteignit doucement cet automne-là. Avant de partir, il prit la main de Ngüiyé et lui dit « Le temps n'est pas un ennemi, c'est un berceau. Tu as bien pris soin de l'enfant de la vérité. » Ngüiyé continua son œuvre avec une force renouvelée. Elle savait que Min était le héritier qu'elle attendait. Aujourd'hui, quand on se promène près de la Bibliothèque nationale au coucher du soleil, on peut parfois apercevoir une femme aux cheveux argentés qui regarde l'horloge avec un sourire mystérieux. Elle n'attend plus rien, car elle possède tout. Elle porte en elle les 7 décennies, les 7 sonneries et l'infini des possibles. La bibliothèque n'est plus un bâtiment de pierre, c'est un organisme vivant qui respire au rythme du monde. Et dans le silence des archives, le lotus continue de fleurir, protégeant pour l'éternité le secret de ceux qui ont choisi d'aimer le temps.